le champagne. Ce nom seul fait vibrer les cœurs et pétiller les esprits. Il est à lui seul une histoire, celle d'un vin qui a parcouru le monde en une poignée de siècles, pour se forger un destin légendaire. La Côte des Bars constitue la partie méridionale du vignoble de Champagne. Établie sur un calcaire du Quiméridien, entrecoupée de petites vallées verdoyantes qui rejoignent celles de la Seine et de l'Aube, elle constitue une véritable mosaïque à exposition multiple. Terre de prédilection du pinot noir, elle est caractérisée par ses vins de champagne aromatiques et légers. À Celles-sur-Ourse, le début de l'automne annonce la fin de la récolte. Le soleil chauffe de ses derniers rayons les grappes de pinot noir, pinot blanc et de chardonnay. Ces cépages différemment assemblés donneront naissance au champagne. Un vin qui rassemble, un vin de sensation et de plaisir. Un vin audacieux, universel. Inspirant et goûteux, il fait rêver et délie la plume des poètes de son temps. Dans la maison Jean Laurent, la fin des vendanges est un moment de fête, de partage, où chacun peut apprécier cette boisson délicate et pétillante. On fleurit les dernières camionnettes. On jette les derniers grains de raisin dans le village. Tout a une fin. Les amis d'une semaine vont devoir se séparer. Les derniers instants sont précieux. La clôture des vendanges passe par le chien. Une nuit de fête où l'on mange, on boit, on danse. C'était un plaisir de travailler avec vous. Aujourd'hui, il y a une noche. Ça va, ça va bien. Et dans la maison Jean Laurent, on partage le ratafia. Un astucieux mélange d'eau-de-vie de champagne et de jus de raisin directement sorti du pressoir. Tu as mal partout. Ça c'est bon, c'est de l'antibiotique. C'est de l'antibiotique. Alors stop. Maison, c'est facilité. C'est bien acquis. Des souvenirs uniques qui seront gravés pour l'éternité. Beaucoup de vendangeurs reviendront l'année suivante. Plus qu'un travail, c'est une parenthèse de convivialité. Ce vin à nul autre pareil, synonyme de fête, de joie, de consécration. La naissance, le mariage, la réussite sociale, la chance sont autant d'occasions pour faire sauter le bouchon.
Ce vin précieux doit ses parfums délicats à un savoir-faire unique. Pour la famille Laurent, 2 générations de champagne, ce qui aura suffi à créer un vaste réseau de caves. Ici, donc, on se trouve dans la cave que mon père a repris il y a une quarantaine d'années même, voilà. Qu'on a recreusé d'ailleurs et remis de niveau pour relier toutes nos caves. L'été, quand il fait très très chaud, on peut monter à 14, voilà. Et quand il fait très froid l'hiver, on descend autour de 10, 11 degrés, quoi. On a 3-4 degrés d'amplitude, on peut dire, dans ces caves. Voilà, donc ce qui est minime. Mais ici, on garde notre fraîcheur parce qu'on y vient rarement. On a des millésimes qui ont 30, 40 ans. Et donc, on est toujours autour de entre 10 et 13 degrés, quoi, voilà. Donc c'est vrai que c'est plein de souvenirs, quoi, tout ça. Voilà. Mais on va en recréer d'autres. Hein. Chaque cave a son utilité. Certaines servent de stock avant la commercialisation. D'autres sont utilisées pour le remuage. Le bec vers le bas, sur des pupitres, afin que le dépôt se colle au bouchon avant d'être expulsé. Les millésimes, qui resteront plus longtemps, sont disposés dans les caves les moins empruntées. Faut claquer les bouteilles. C'est des millésimes, le goulot il est plus fin, là, faut que ça claque un petit peu, là. Faut juste, tu vois, quand tu les tournes, tu les lèves, tu vois, tu vois que ça claque, tu vois. Ça tasse le dépôt, hop, le dégorgement, un dépôt moins épais, tac. Un champagne classique, c'est un champagne qui peut avoir 2 ou 3 années de vieillissement en bouteille et assemblé de plusieurs années. Un millésime, c'est théoriquement un champagne qui a 3 ans d'un point de vue législatif. Mais donc, nous, on les garde 10 à 12 ans avant de les commercialiser. Donc voilà, c'est le champagne issu d'une année de récolte. Toutes les années ne sont pas millésimables. On ne fait pas tous les ans des grands millésimes. Si c'est une année intermédiaire, on va quand même en faire un petit peu, de façon à ce qu'on ait un témoin. Ça, en fait, c'est des témoins du temps, quoi. C'est vrai que dans la maison, dans nos caves, on a des champagnes qui ont une 50aine d'années, voire plus. Donc voilà, ça, après, c'est de l'histoire. À travers le vin, c'est de l'histoire. Vient alors la phase de dégorgement. Les bouteilles sont disposées dans un bain de saumon à moins 29 degrés. Cette opération consiste à évacuer le dépôt constitué de levure que le remuage a concentré au fond du goulot. À l'ouverture, la pression interne permet de propulser le glaçon de dépôt hors de la bouteille en perdant un minimum de vin et de pression. Au cours de cette opération, une petite quantité d'oxygène pénètre dans la bouteille. Elle contribuera, avec la liqueur, à l'évolution des caractéristiques aromatiques du vin. La neige fondue a laissé place à des vignes dépourvues de feuilles, maigres mais solides.
La première étape est la taille. Elle permet de raccourcir les bois afin de définir la forme de la charpente. Celle-ci conditionne la bonne fructification de la vigne et détermine le potentiel de récolte théorique de la parcelle. Un travail précis qui demande une bonne connaissance de la culture de la vigne et du champagne. Ma relation avec le champagne, c'est vrai qu'à la base, le vin, j'y connaissais pas grand-chose. C'est vrai que j'ai appris à aimer le champagne et j'ai appris aussi à aimer ce métier parce qu'il faut être polyvalent. Moi, je suis plus viticulteur parce que je suis pratiquement toute l'année aux vignes. Enfin, je fais tous les travaux de la vigne, de A à Z, je les fais du début à la fin. C'est vrai que je me fais un peu d'égorgement, pas trop, mais après je vais faire un peu de maçonnerie, de la peinture, je vais faire de la mécanique, c'est moi qui prépare les tracteurs, qui entretient le matériel. Je fais tout le tracteur aussi. Ça dépend des maisons de champagne aussi. La taille terminée, les bois seront broyés et laissés dans la vigne pour créer un apport en humus. Chaque maison de champagne a son fonctionnement propre. Chez Jean Laurent, le rapport humain prime. C'est vrai que l'aspect familial et convivial, on ne l'a pas partout. Et avec Jean, on l'a. On peut plaisanter, on peut parler du travail, changer des choses qu'il avait décidées, on peut en parler. Voilà. C'est une relation d'amitié, de confiance, et on s'entend bien, même si des fois, on s'en prend un peu... Tu veux Ça va pas mal, j'ai l'impression que ça va aller bien. Pas mal, ouais. C'est une nouvelle cuvée, là, je sais pas qu'on va sortir, c'est la cuvée blanche. Alors je voulais que tu goûtes un peu ça parce que c'est pas le tout de faire du raisin, mais il faut aussi voir un peu le produit fini. C'est un petit peu dégazé, mais bon, c'est juste pour voir un coup les arômes. Eh ben, on va goûter. Tu sais, c'est du blanc, là, Ouais, le blanc, ouais. Voilà. C'est frais. C'est frais. C'est le blanc, ouais, c'est un peu plus crémeux, c'est moins vif que le chardonnay. Ouais, mais... C'est moins vif que le chardonnay. Ça sent même un peu le grillé, même. Un petit peu, ouais. On passe à 4 ans maintenant. C'est bien. Le soleil de printemps éveille les bourgeons qui vont mettre quelques mois à se former. L'entretien de la vigne se doit d'être permanent. On procède alors à l'ébourgeonnage. Cette tâche consiste à éliminer tous les bourgeons, dits gourmands, non fructifères, qui poussent sur les vieilles charpentes et risquent de détourner la sève des bourgeons principaux. Une fois cette opération manuelle faite, le bois qui constitue la charpente doit être attaché au fil de la vigne pour que la plante se développe horizontalement afin de bénéficier d'un meilleur ensoleillement. Par rapport à une appellation champagne, on a un type de taille réglementé et donc on laisse certains brins nécessaires à la production et aussi aux caractéristiques, à l'orientation du plant de vigne. Ensuite, l'attachage, donc c'est pour fixer les parties restantes sur des fils, alors sur 2 fils ou sur un fil. Nous attachons sur 2 fils, c'est-à-dire comme un chablis, une taille chablis, c'est-à-dire que toutes nos baguettes qui vont porter le raisin sont attachées en oblique. Donc là, mon père a fait des essais il y a quand même une bonne 50aine d'années, et c'est vrai que la taille en oblique donne des raisins avec un état sanitaire supérieur. Il n'y a pas d'entassement des grappes, donc et depuis cette date-là, on ne traite plus contre la pourriture, par exemple. Voilà. En choisissant de travailler ainsi la terre, on choisit d'abandonner le terme de viticulture raisonnée pour celui de durable. Un choix au bénéfice du temps. Dans les locaux de la maison Jean Laurent, les machines sont à l'ouvrage. On procède alors au tirage, la mise en bouteille. Comme une bonne musique, tout est question de tempo.
Une fois la mise en bouteille faite, les bouteilles sont disposées dans la cave à température ambiante, à l'horizontale sur latte. Après quelques années, elles seront remuées, puis dégorgées et acheminées jusqu'à l'habillage. Un travail minutieux où les machines sont réglées au millimètre. Dernière étape avant la commercialisation, qui se doit d'être l'image de la maison. Un champagne raffiné dans une bouteille élégante. Le temps passe et les raisins poussent. La magie de la nature opère et les vignes vertes commencent à étouffer. C'est à ce moment-là que le palissage intervient. Le palissage a pour objectif de soutenir la végétation suivant le mode de taille choisi, de développer la surface foliaire exposée et d'éviter l'entassement des grappes. Cette technique consiste donc à relever et à placer les branches de la vigne entre deux fils appelés releveurs. Elle permet l'exposition et l'aération des grappes, ce qui facilite la photosynthèse, amoindrit le risque de maladie et favorise ainsi le bon mûrissement du raisin. Afin de retrouver les saveurs d'antan, il faut revenir à un traitement traditionnel de la terre. Aucun produit chimique. Il faut donc que ce travail de la terre soit régulier pour qu'il soit durable. Ce qui exige de la part de Jean et de son équipe un suivi journalier pendant la période de pousse. Dans le zéro herbicide, il y a forcément une baisse de rendement, mais pour l'instant, nous, on n'est pas atteint parce que, par contre, on n'a pas d'herbe. On laboure tout, on n'a pas d'herbe du tout. À cette période de l'année, on ne descend pas trop profond dans la terre. Pour ne pas travailler trop les sols profondément non plus, ça ne sert à rien. On travaille sur 3-4 cm, à peine même, je dirais. Et le fait de passer la lame régulièrement, ça empêche l'herbe de pousser. Et le mieux, c'est de passer avant d'avoir de l'herbe. Pas attendre d'être empouillé, parce que quand on est empouillé, après, il faut passer plusieurs fois. Il vaut mieux passer quand c'est propre, empêcher l'herbe de pousser, justement, que de passer quand on a de l'herbe et essayer de la tuer, parce que c'est pas facile. Un suivi rigoureux et minutieux. Ouvrir les grappes. Vérifier qu'aucune maladie ne se développe. Si la rose en bout de vigne fane, la vigne est malade. Une astuce ancestrale et écologique qui ne trompe pas. On n'utilise plus d'antibotrytis, c'est un produit chimique qui empêche le raisin de pourrir, en fait. Qui durcit les peaux, Donc nous, ça fait un moment qu'on ne le fait plus. Et maintenant, on utilise en poudre. C'est comme du talc. Ça sèche la plante. Un désherbage mécanique couplé à un traitement naturel des sols est la stratégie choisie par Jean et son équipe. Un choix qui s'exprime dans le temps et permet à la terre un enrichissement des sols important. Quand la vigne est trop vieille et que ses fruits perdent de leur saveur, on l'arrache. La mise en place de jeunes plants doit se faire sur un sol sain, ameubli, enrichi en matière organique et en éléments fertilisants. La dernière fois que j'ai planté, c'était il y a au moins 10 ans. On va pas planter tout d'un coup, il me semble. On va prendre une partie plus tard. Parce
que le terrain il fait plus de 86 arbres, je crois. On va planter 86 arbres et on a laissé un peu là pour plus tard. On plante ce qu'on a arraché, quoi. On n'a pas le droit de planter plus ce qu'on a arraché. Régie par une réglementation stricte, la surface replantée doit être égale à la surface arrachée. Les plants ne pourront produire des raisins en appellation Champagne qu'à partir de la 3e feuille, soit 3 ans après la plantation. C'est vraiment un minimum. C'est vrai qu'une vigne donne des raisins de qualité autour de 7 à 10 ans, quoi. Voilà. Après, il faut que le plant se développe, se charpente. Donc voilà, on a vraiment, par exemple, on ne va pas faire des millésimes ou des vins de réserve avec des vignes qui ont moins de 15 ans, quoi. Le cep a besoin d'aller chercher l'humidité, la profondeur, d'étaler ses racines dans nos calcaires et après donner des choses charpentées, quoi. Les plants de vigne choisis sont des clones réglementés sortis de pépinière. Pour les protéger de la chaleur et éviter que la partie intermédiaire ne sèche, les plants sont paraffinés. Donc maintenant, on a tendance à les planter un petit peu plus haut pour que toute la partie qui va porter les raisins soit au-dessus du niveau du sol, quoi. Voilà, en fait, la partie racinaire, elle est américaine et la partie aérienne, elle est française. Donc, que ce soit du chardonnay, du pinot, du meunier, peu importe. La singularité de la région s'inscrit dans le pinot noir. Connu pour ses vins aromatiques, mélangeant fraîcheur et matière, la Côte des Bars a su se démarquer. La cuverie. C'est ici que l'on procède à l'élaboration des champagnes, de ses saveurs, à travers des assemblages de cèpes et de crus propres à chaque maison. Le nettoyage de ces cuves annonce les prochaines vendanges. À l'extérieur, la nature a repris ses droits. Les raisins arrivent à maturité. La dernière phase importante avant l'arrivée des vendangeurs est le rognage. Le rognage consiste à enlever une partie des feuilles dans la zone des grappes, toujours dans le but de créer le meilleur ensoleillement possible des raisins. L'opération se fait en 2 passages minimum et permet d'éviter la prédominance de la végétation sur la fructification. Elle donne ainsi à la vigne la vigueur attendue. Merde, 40. Bon, bah, ça ira quand même. Hein? Je suis Michel, petit Momo. Ah, Momo, oui, petit Momo. Pendant de longs mois, Jean et son équipe ont cultivé et protégé la vigne. Il faut donc maintenant réussir les vendanges, récompense de leurs efforts et terme de leurs craintes. Qu'elle soit glorieuse ou décevante, elle constitue l'événement important de l'année. Le soleil d'août réchauffe le dos, ce qui aide à ce travail méticuleux et fait à la main, qui fait la renommée des vins de Champagne. Se baisser, s'agenouiller, couper, se déplacer, se rebaisser. Un travail éreintant animé par une convivialité sans pareille.
original que là. Après une très belle arrière-saison, on a une floraison très précoce, très rare, une floraison au mois de mai. 20-25 mai, c'est quand même très rare, ce qui nous fait des vendanges, donc là, fin août, quoi. Enfin, autour du 20 août. Voilà. Donc ça, c'est quand même... Il faut remonter en 82 pour avoir ce genre de situation d'un point de vue qualité, et puis qualité-quantité. On a vraiment un état sanitaire extraordinaire, on peut dire. C'est vraiment très beau. Tous cépages confondus, en tout cas dans notre secteur. La qualité du raisin devant être irréprochable, les équipes de vendangeurs reçoivent des consignes strictes. Les grappes de raisin doivent arriver entières, non écrasées, sur le lieu de pressurage. Les premières récoltes arrivent au pressoir. Les raisins étant fragiles, ils doivent être pressés le plus rapidement possible. C'est avec la plus grande attention que les caisses vont être pesées et déplacées jusqu'au pressoir, qu'ils soient automatiques ou traditionnels. Pour les précieux chardonnays, qui donneront les cuvées millésimes de blanc, on utilise le pressoir traditionnel. On est dans la tradition, ça rigole pas. C'est la plus dure, celle-là. Alors ce pressoir-là, c'est un pressoir 4000 kg par rapport à l'autre qui est à 8000. Pressoir traditionnel, champenois, cocard. C'est l'unité d'ailleurs, 4000 kg. Donc celui-là est manuel, que l'autre est automatique. Voilà. Donc ça fait du très bon travail. Mais donc là, il faut 4 personnes avec des gros bras pour mener à bien le pressurage. Par exemple, le pinot noir, c'est le même cépage que la Bourgogne. Donc, si on le presse, on a du vin blanc. Si on le laisse macérer, on obtient du vin rouge. Donc, en Champagne, ce cépage-là doit être amené intact au niveau du pressoir pour être écrasé dans les heures qui suivent, pour ne pas avoir de matière colorante qui migre dans le jus entre le temps de la cueillette et le temps du pressurage. Bon, c'est bon. Pinot noir, chardonnay ou encore pinot blanc. Les cépages ne sont jamais mélangés dans le pressoir. Les assemblages se feront plus tard, en cuve. Du coup, il y a combien là ? Le tri des raisins est réservé au vin rouge, aussi appelé coteaux champenois. Pour une bonne vinification, il s'agit dans un premier temps de séparer le raisin de sa grappe. Seuls 2 cépages sont utilisés, le pinot noir et le pinot meunier. Une fois la séparation faite, les raisins finissent dans une cuve en bois,
où ils seront foulés, ce qui consiste à faire éclater la peau du raisin pour en extraire son jus. Ils seront ensuite laissés quelques jours en macération afin d'obtenir la fermentation alcoolique. La vigne est calme. Elle a toujours animé la plume des plus grands poètes. Il fut une époque où l'on disait que le pétillement du vin éveillait le pétillement de l'esprit. Michel Béthane a écrit « Le vin de Champagne doit rester le plus artiste des breuvages, car sa finalité n'est pas que de plaire, mais d'émouvoir. » Banda pastis, 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 banda pastis.